C'est bon? Donc, bonsoir et meilleurs vœux à tout le monde. Merci d'avoir répondu à cette invitation, soit ici parmi nous, soit en vidéo. Nous sommes très heureux, donc, effectivement, pour cette première manifestation 2025, d'accueillir Monsieur Alex Wang, qui va nous parler de Teilhard de Chardin et la Chine au XXIe siècle. Donc, cette soirée s'inscrit dans l'ensemble des soirées du Centre Teilhard. Je le rappelle pour ceux qui le découvrent, le Centre Teilhard de Chardin, situé sur le plateau Saclay, au milieu des grandes écoles, a pour mission d'ouvrir le débat entre science et spiritualité, d'être un lieu d'accueil et un lieu d'échange sur ces différents thèmes. Et bien sûr, Teilhard de Chardin fait partie des thèmes sur lesquels nous travaillons, mais il n'y a pas que celui-là, bien sûr. Donc ce soir, c'est une soirée très intéressante, puisqu'en fait, cette fois-ci, nous recevons, je dirais, voir un petit peu Teilhard en dehors de France, et comprendre effectivement comment Teilhard rayonne au-delà de la simple France. Donc je vais présenter Monsieur Alex Wang, qui est docteur en philosophie et docteur en ingénierie. C'est un ancien cadre dirigeant du groupe Orange, qui a eu plusieurs responsabilités au sein du groupe. C'est un analyste géopolitique qui participe à la revue Conflit en France, très intéressante. C'est le fondateur du dialogue intergénération et président d'honneur de l'association écologique franco-chinoise TES-FEC. Et je pense que nous y reviendrons lors de notre échange sur ce dialogue intergénération et sur l'écologie, je dirais. Et c'est aussi le coordinateur des Amis de Teilhard de Chardin en Chine. Alex Wang a écrit plusieurs ouvrages. La Chine dans le vortex du monde, en français, apparaître. Alors ça, c'est le tout dernier ouvrage. Alors on va commencer par les plus anciens. La place de l'homme dans la nature, la seconde vie du réseau télécom, Teilhard de Chardin, le prophète portant le flambeau, en chinois, la théorie de Freud comme anthropologie philosophique en chinois, et apparaître donc en 2025, bientôt, la Chine dans le vortex du monde. Nous en reparlerons certainement un petit peu lors de cette interview. Donc voilà, maintenant je vous passe la parole, Alex, et nous vous écoutons. Alors, petit point de détail, si les gens veulent poser des questions qui nous regardent en vidéo, ils les posent à travers le chat. Et les gens qui voudront poser des questions lèvent la main et je leur donnerai le micro pour qu'on puisse effectivement bien entendre les questions. Bonsoir donc, à ceux qui sont présents et à ceux qui sont également présents en ligne. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'on m'entend bien? Très bien. Je suis très content de parler de Teilhard et de la Chine dans le passé, également au présent et surtout au futur. Donc, nous avons un titre qui est très, très enveloppant, donc Teilhard de Chardin et la Chine au XXIe siècle. En fait, il s'agit d'une conversation entre nous pour partager ce qui se passe en Chine, pas seulement en France, parce que Teilhard est très connu en Chine, très, très connu en Chine. Il y a pas seulement un Teilhard, il y en a deux. Donc, on va voir. Donc, on va parler de ça. Donc, vous pouvez poser toutes les sortes de questions possibles pendant la conversation, et aussi peut-être, si on n'a pas le temps de répondre à toutes les questions, d'envoyer par le mail. Hein. Oui. Vous savez qu'il y a un nom, Teilhard a un nom en chinois. Donc ça s'appelle De Rijing. Donc c'est une petite phrase qui faisait partie d'un livre très très connu en Chine, ça s'appelle Di Zi Gui, donc les règles de disciples. Les règles de disciples. Donc Di Zi Gui, c'est pour les jeunes.
je pense qu'il y a ça coïncide aussi avec les règles des jésuites, n'est-ce pas? Je ne sais pas qui lui a donné ce nom-là, mais probablement ses collègues. J'ai essayé de chercher, mais je n'ai pas encore trouvé. Ça veut dire de Jing, ça veut dire de, c'est la vertu, Ru, c'est les journées, Jing, c'est le progrès. Donc, c'est le progrès de toutes les journées vertueuses. Voilà, en Chine, quand on parle de Théa, il faut prononcer Tejing. Quand on dit Tejing, tout le monde le sait, tout le monde connaît. Comment j'ai connu Théa? C'était en l'an 2000. J'ai lu un livre de Gaston Bachelard, donc le philosophe, hein, Gaston Bachelard. Là-dedans, j'ai trouvé un paragraphe sur Théa. Je dis quelqu'un de très intéressant, son idée intéressante. Donc, du coup, j'ai commencé à creuser, j'ai commencé à chercher tous ces écrits, tous ces livres, pour les lire, pour réfléchir ensemble avec lui. J'ai mis donc les après-midi, j'ai passé toutes mes après-midi. On a beaucoup de RTT, n'est-ce pas? On a beaucoup de RTT, donc tous les vendredis après-midi, je prends une demi-journée de RTT pour aller à la Fondation Pierre-Théa de Chardin, pour lire tous ses écrits, tous ses livres et tous ses manuscrits également. Voilà, donc ça a duré quelques années. Et je suis parti en Chine donc, en tant qu'expat 2006, septembre 2006. Donc j'ai pu traduire un livre le plus synthétique de Théa, qui est une sorte de condensé de le phénomène humain, donc la place de l'homme dans la nature. Donc, je l'ai traduit et publié, ça a pris quelques années, publié en 2015 par l'édition de l'Université de Pékin. Ça m'a fait un choc, la lecture de ce livre. Donc j'ai cherché, depuis mes jeunes âges, j'ai cherché déjà à répondre à une question que je me suis posée. Quelle est la signification, quelle est la valeur de l'existence humaine? Donc j'ai beaucoup cherché partout, beaucoup lu, mais je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante. Et dans ce petit livre-là, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Il dit, tiens, voilà ce que je cherchais, voilà ce que je cherche. Donc il faut que je partage avec les autres. Donc je l'ai traduit en chinois. Et je suis allé aussi visiter Saxena, visiter de l'extérieur, donc je n'ai pas pu y entrer. Et puis j'ai aussi passé un moment très intéressant dans l'église Orsine, où sa maman, chaque matin, vers 5 heures du matin, pour aller faire la messe, pour participer à la messe. Et puis j'ai aussi rencontré un certain nombre d'amis de Théa de Chardin en Chine. Donc Wang Haiyan. Wang Haiyan, c'est la directrice de la faculté de la langue française à Pékin. Donc, elle a fait une thèse sur Théa ici, à Paris, sur l'écriture de milieu divin de Théa. Milieu divin. Oui. Donc je l'ai rencontré également. Et puis aussi 2 Français jésuites que j'ai rencontrés là-bas. Donc Benoît Vermandé, qui est le professeur à l'université de Fudan. Donc l'université de Fudan était une université française au départ. C'était l'Aurore. Oui. Non, je voulais simplement interrompre. C'est très intéressant, en fait. La place de l'homme dans la nature est vraiment l'ouvrage pour une approche souvent de scientifique, raisonnable, ou raisonnée.
Et le milieu divin, c'est vraiment son œuvre la plus mystique. Donc, ce sont vraiment les deux côtés. Les deux côtés. C'est ça, voilà. Parce que et c'est un conseil pour tout le monde, ceux la, qui veulent le découvrir. La place de l'homme dans la nature, on peut le lire, c'est 100% presque scientifique. Sauf, il a mentionné Dieu une seule fois, dans la dernière phrase, avec point d'interrogation, pour dire que c'est peut-être le moment de parler de Dieu. C'était le seul endroit, enfin, c'est le seul clin d'œil qu'il a fait à la dimension spirituelle. Voilà. Et que je pense que ce qui s'intéresse plus encore à sa pensée, on peut lire le phénomène humain, qui est une version plus enrichie de la place de l'homme dans la nature. Donc, je reviens vers les amis de Théâtre de Chardin en Chine. Donc, Thierry Ménas, également un jésuite français, qui enseigne dans l'université de Sun Yat-sen, en Canton. Et puis, Yann Doroche, c'est un écrivain de Mongolie intérieure. C'est pas très loin c'est Sarausugol. Donc, un site que Théa avait travaillé avec Émile Licente là-bas. Le premier site exploration de Théa là-bas. Et puis, Li Tiankan, c'est également un professeur à Shanghai, qui est le collègue de Benoît Vermandé, qui étudie en profondeur la pensée de Théa. Liu Feng, c'est quelqu'un très spécial, c'est un chercheur scientifique qui étudie l'évolution de l'Internet et l'évolution de l'intelligence humaine, qui travaille dans les académies des sciences dans la Chine. Et il est en train de... Il partage bien la pensée de Théa concernant le point oméga. Il pense que le point d'évolution, le terminus de cette évolution, ce sera le point oméga. Donc, il est en train d'avoir, avec les collègues, pour le moment, ils vont monter un institut oméga pour continuer à étudier. Pour les gens qui ne connaissent pas le point oméga, c'est le point de convergence je dirais, des consciences et le point ultime de l'évolution. Hein. C'est ça pour Teilhard de Chardin. Voilà, c'est le point ultime de l'évolution concernant les complexités et concernant la conscience. Donc, quand le monde devient complexe jusqu'au dernier mot, donc à la fin, donc c'est le oméga. Donc côté complexité plus la conscience, parce que le monde évolue vers plus de complexité et plus de conscience. Donc vers la fin, vers le stade terminal, c'est le point oméga. Ce sont donc des recherches actuelles, en fait, sur l'évolution, je dirais, de la conscience, qui sont menées en parallèle par rapport à cette vision théillardienne de l'évolution vers la noosphère et vers le point oméga. C'est très intéressant, ce qui veut dire qu'effectivement, c'est vraiment à l'ordre du jour. C'est pas que du passé. Voilà. Théa, c'est pas que du passé. Théa, c'est du présent et du futur. Voilà. Et puis, il y a côté neuro, côté spirituel, il y a le père Han et le père Zhao qui participent de façon très active dans l'organisation des activités. Entre autres, donc, je mets ce sur le monde avec deux langues, donc en français et en chinois. Donc, la publication interne a été organisée par le père Zhao. On va essayer de le publier en France l'année prochaine, peut-être avec un code de livre pour que les uns et les autres puissent le lire.
Ça, c'est quelque chose d'historique. Donc, Theia est partie en Chine en 1923, au mois de mars, c'est ça? Avril. Avril, voilà. Et c'est le télégramme qu'il a envoyé à Emily Licent qui l'a invité. Oui. Donc, le télégramme est parti le 5. En fait, il est arrivé en Chine, de l'autre côté, avec le décalage horaire, c'est plutôt le 6. Donc, pour certains historiens, certains disent que c'est le 5, certains d'autres disent que c'est le 6. En fait, c'est le 5 et c'est le 6. C'est un éclaircissement historique, oui, parce qu'effectivement, il y a ces discussions. Ouais. Et puis, il y a un autre éclaircissement. Donc, là, on a un tampon en ovale, voilà, c'est un tampon des jésuites. Donc, archive des jésuites. Et là, ce qu'on voit en bas, c'est Champagne. Pourquoi Champagne? Parce que la Chine, à l'époque, faisait partie de la section Champagne. Voilà. D'accord. Merci. En Chine, donc, Theia est assez connu. Il y en a deux Theia. Un Theia scientifique, géologue, paléontologue, découvreur de l'homme de Pékin, entre autres, à propos. Donc, c'est pas l'homme de Pékin, c'est l'homme de Pékin, mais c'est pas un monsieur, c'est une dame. C'est on devrait dire femme de Pékin. Son nom de code s'appelle Nelly. Comme l'autre, c'est Lucie. Celui-là s'appelle Nelly. Donc, mais on continue à appeler l'homme de Pékin. Oui, et le synanthrope, on devrait dire la synanthrope. Voilà. Donc, c'est très connu. Chaque année, le gouvernement organise des activités pour commémorer tout ce qu'il a fait en Chine. Et l'autre côté moins connu, c'est le côté penseur philosophique et spirituel. Il a beaucoup écrit également, notamment la messe sur le monde qu'il a commencé sur les tranchées dans la plaine de l'Aisne pendant la Première Guerre mondiale. Il a continué à écrire à Sanhaosu Gol et puis terminé à Tianjin ou dans le musée de Huanghe Peihe. Voilà. Donc il y a deux Theia. Et le gouvernement pousse qu'on parle beaucoup plus le Theia scientifique, parce qu'il est le co-découvreur de l'homme de Pékin. Et puis l'autre, on laisse quand même des activités et des cercles de discussion comme celle-ci là-bas en Chine, mais on doit garder un peu le profil bas. Je pense que à l'avenir, ça va être plus simple, plus facile pour organiser ce genre de discussion. Je pense que le premier point est très important, le second est encore plus important, parce que au-delà du confort de la vie au quotidien, au-delà de la matière, c'est l'esprit qui compte. Ça, tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Non, je pense que expliquez-nous. C'est le résumé du phénomène humain, donc sous forme schéma. En Chine, c'est résumé en chinois. Donc c'est résumé que toute la pensée de Theia est résumée dans ce schéma-là. Donc pour Theia, le monde ou l'univers, c'est une seule chose. C'est une seule chose, c'est-à-dire c'est un mouvement d'évolution vers plus de complexité, surtout la vie depuis 3,8 milliards d'années. C'est vers plus de complexité, de plus en plus complexe.
et en même temps avec de plus en plus de conscience. Les deux mouvements, en fait, c'est une seule, c'est vers plus de complexité consciente. Et ça a commencé par le prévie, donc les formes de vie très simples, vers unicellulaires, vers multicellulaires, à travers toutes les parties, toutes les sortes d'organisations, donc métazoaires, animaux à squelette, mammifères, etc., vers de plus en plus de complexité, et jusqu'à l'homme, donc jusqu'à l'homme avec la capacité de, pas seulement de réflexion, mais capacité de prendre soi-même en tant qu'objet, en tant qu'objet de ses propres réflexions. Donc c'est la conscience de soi-même. Et quand on arrive au niveau de l'homme, ça ne veut pas dire que l'évolution est finie. Dans la pensée de Théa, l'homme, c'est l'évolution actuellement, c'est l'axe principal et flèche de l'évolution, on peut dire. Mais l'évolution continue. L'évolution continue au-delà de l'homme. D'ailleurs, on est en train de vivre. On voit ce qui se passe dans le monde. Donc, on continue cette force qui a poussé la vie, poussé l'univers à évoluer vers de plus en plus de complexité, de plus en plus de conscience, continue à pousser la vie vers quelque chose d'encore plus complexe et encore plus conscient. Donc, normalement, ce mouvement vont arriver à la complexité maximale et la conscience maximale. Et comme on dit tout à l'heure, on va y arriver au point oméga. Toutefois, le graphique montre bien que... on disait que Teilhard était optimiste, mais enfin pas tant que ça. C'est-à-dire qu'en fait... Mais sur le schéma, on a vu que arrivé au niveau de l'homme, on a qu'une espèce de liberté, donc on peut réfléchir, on peut poser la question pour dire pourquoi on continue à avancer, parce que nous sommes le top niveau de l'évolution. On peut s'arrêter et puis commencer à jouir du confort, puisque nous sommes le top niveau et que donc pour Teilhard, il est possible, si tout le monde décide de s'arrêter, on descend. Au lieu de monter vers le haut, en avant et vers le haut, on descend. L'évolution va connaître une sorte de descente. Et est-ce que justement, quand on voit l'énergie actuellement déployée, par exemple en Chine, on parlait du plan Made in China 2025, du nouveau plan vers une productivité de qualité, on voit qu'effectivement, s'il y a des endroits du monde où on a l'impression qu'on baisse les bras, peut-être pas, en Chine, on a l'impression que c'est vraiment toujours vers plus de complexité, plus de conscience. Je pense que le monde aussi, c'est de façon provisoire qu'on a des comment dire, des arrêts. Des arrêts. Je pense que, puisque selon Teilhard, le point oméga est présent dès le départ. Donc il y a deux forces qui poussent cette évolution. Premièrement,
de bas vers le haut. C'est une force. L'autre force, c'est la force en provenance de point oméga, donc c'est la force qui tire l'évolution vers le haut. Donc il y a les deux forces. Il y a des problèmes temporaires. Dans l'ensemble, lui, il a pensé que ça va continuer. Donc ça va continuer à évoluer. Maintenant, on est là-dedans, à évoluer vers une étape supérieure, donc une sorte de noosphère. Donc on est complètement dans l'évolution vers cette noosphère, c'est-à-dire la capacité de réfléchir collective. Là, on a acquis la capacité de réfléchir individuelle. On peut réfléchir, on pense à soi-même, on est devenu un objet de réflexion. Quand on atteint la noosphère, on aurait acquis la capacité de réflexion collective. Donc, collective, ça veut dire on va analyser les problèmes tout ensemble, on va essayer de trouver des solutions ensemble, on va mettre en place des solutions ensemble, comme ce qu'on est en train de voir surgir et de se développer dans certains endroits de la planète. Je fais une petite interruption. Il y a des questions qui arrivent sur Internet. Alors pour les gens qui nous regardent, on note les questions et on répondra un peu plus tard. Voilà, pour nous, donc ça résume la pensée de Théa résume bien là. Et puis notre défi est résumé là également. Et troisièmement, notre responsabilité également. Par exemple, l'évolution ne va pas. L'évolution était presque aveugle auparavant, et maintenant, avec l'homme, avec l'individu conscient, on a pris en main quelque part l'évolution de façon consciente. C'est à nous d'être le co-responsable quelque part de cette évolution. Et puis c'est par là d'ailleurs qu'on peut dire que le sens de notre existence, c'est justement être co-responsable de cette évolution, de pousser en avant, continuer en avant et vers le haut. Pourquoi nous nous intéressons à Théa en Chine? En France, je comprends, parce qu'il est français. En fait, il est presque chinois aussi. Il est arrivé en 1923, il est parti en 1946, le dernier débat, c'était 1946. Donc il a un nom chinois bien connu en Chine. Et il a beaucoup contribué au développement géologique et paléontologique en Chine. Donc tout le monde, donc les Chinois n'ont pas du tout oublié tout ce qu'il a fait, parce qu'il était en quelque sorte l'un des pionniers du développement géologique et paléontologique en Chine. Donc on connaît toujours, j'ai déjà mentionné l'homme de Pékin, la découverte de l'homme de Pékin. Donc c'est Théa qui a déterminé, qui a défini l'âge de l'homme de Pékin. Donc c'est lui, il a donné l'âge des fossiles de cette découverte. Et deuxièmement, pourquoi on s'intéresse beaucoup en Chine à Théa? Parce qu'on a vu que sa réflexion se situe dans le prolongement de réflexions scientifiques, pas seulement spirituelles. Donc, il est basé sur une réflexion scientifique solide. Donc, les ingénieurs, les scientifiques en Chine s'intéressent parce qu'ils retrouvent une sorte de ressemblance,
Et puis, troisièmement, Théa nous a fourni une vision du monde qui nous aide à voir clair et se réfère, qui confère la signification à nos efforts. Donc, on a vu tout à l'heure le schéma. En fait, à travers ce schéma, on a vu nous sommes comme êtres humains, nous sommes co-responsables de cette évolution qui est en cours encore. Du coup, ça donne du sens à notre existence. On est acteur également, on est co-acteur, on est co-responsable. Donc, on n'est pas quelque chose sans but, sans valeur. Et en même temps, on a vu aussi que la philosophie de Théa est une philosophie optimiste, active. Donc, ce n'est pas une philosophie d'attente passive et contemplative seulement. Donc, on n'est pas là pour dire que, OK, de toute façon, le Messie sera là, donc on attend qu'il vienne nous aider pour nous sauver. Non, nous sommes co-responsables. Nous devons agir nous-mêmes, dès maintenant, et pour que le monde, que la vie évolue vers noosphère et par la noosphère pour atteindre le point oméga. Donc c'est une philosophie active. Et puis, le dernier point, sa pensée encourage la coopération au lieu de l'individualisme extrême. Donc, si on regarde que ce qui se passe au bout de notre nez, on n'arrivera pas à faire avancer l'évolution. Hein? Et que, bien qu'on ait beaucoup de conflits entre les pays, et la tendance majeure, c'est quand même la coopération. Comme ce qu'on a vu pour le mouvement BRICS et autres. L'ordre nouveau que le BRICS est en train de pousser, c'est la coopération multipolaire. C'est pas seulement regarder soi-même, regarder l'intérêt d'un seul pays. Voilà, il y a quelques points. Pourquoi les Chinois s'intéressent à ça? Je pense que c'est la même chose comme en France, c'est la même chose. C'est-à-dire, pourquoi on intéresse au Théa? Parce que sa pensée est encore, c'est encore d'actualité. C'est pas du passé, c'est de l'actualité. On a lancé un projet en concernant Théa, donc un projet très très simple, un projet qu'on a baptisé projet 1%. 1%, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, donc c'est un peu mon projet, hein, ça veut dire qu'on aimerait faire connaître Théa à 1% de Chinois. 1% de Chinois, ça fait 14 millions. Je pense que c'est un objectif conséquent quand même, hein, et quantitatif et qualitatif. Et avant que je quitte ce monde, donc c'est le temps restant, on pourrait y arriver. Donc c'est un projet très très clair, comme tous les projets chinois d'ailleurs, quantitatif, qualitatif et limité dans le temps. Et on a commencé en 2014. On a commencé en 2014, donc
on a parlé de la traduction de L'homme de Pékin dans la nature, et puis on a lancé aussi beaucoup de conférences et des groupes de travail de lecture à Pékin, à Nankin, à Shanghai, à Wuhan, Tianjin, Kunming, Xi'an, Shenzhen, Canton, etc. Voilà, donc pour justement qu'il y ait plus de monde connaissent l'autre TEIA, le deuxième TEIA. Et puis, à partir de 2014, on a commencé la série de colloques, le retour de TEIA en Chine. Donc, une fois par an, on a commencé avec le soutien de l'ambassade et puis de l'association des amis de TEIA de Chardin français. Et puis, on a continué chaque année, on fait un colloque. Et même pendant le Covid, on a organisé le colloque en ligne. Et puis, en 2001, Max Prats nous a accompagnés pour aller là-bas, pour présenter double biographie, donc biographie écrite par elle-même sur TEIA, et puis le mien en chinois sur TEIA. Je l'ai écrit en chinois parce que, en fait, au départ, j'avais un peu peur, donc je dis que je ne suis pas un historien. On va attendre un historien bien costaud pour écrire quelque chose de bien. Et ben, il y avait personne, donc j'ai dit que je me jette à l'eau. Je vais faire quelque chose. Peut-être que ça va faire venir quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Et ces colloques, il y a combien de personnes à peu près chaque fois? Quelquefois c'est une vingtaine, quelquefois trentaine, quelquefois c'est une centaine. D'accord. Voilà. Et selon les circonstances, selon les endroits, quelquefois c'est pas toujours évident. Voilà, pour le dire comme ça. D'accord. Voilà. Et puis les participants de ce colloque, il y a les personnes âgées de tout domaine, et puis aussi il y a des jeunes. Il y a des jeunes. Et puis l'année dernière, donc en 22 septembre 2024, on a fait en Pékin avec la participation de Marie Paillon de la Tour. Oui. Une collaboration active finalement entre l'association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin française et l'association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin chinoise. Voilà. Et pour cette année, on n'a pas encore choisi la date, mais on va le faire. On va le faire une fois par an. C'est quelque chose qu'on va continuer à pratiquer. D'accord. Ce n'est pas un plan, mais presque. Et il n'y a pas de problème particulier? On avait évoqué, il n'y a pas de censure sur ces colloques? C'est pas toujours simple, pour le dire. C'est pas toujours simple, et il faut de temps en temps le profil bas. Ah. D'accord. Mais je pense que ça va changer. Je pense que la pensée de TEIA est très importante pour les Chinois. La Chine, en 30 ans, 40 ans, la Chine s'est industrialisée, s'est développée à une vitesse incroyable. Il y a tellement de choses, tellement de produits de consommation que tout le monde, après une période pauvre, donc la Chine est revenue, on a les yeux un peu rivés sur les bonnes choses, un côté consommation. Et les jeunes commencent à réfléchir, à dire que si la vie c'est que ça, c'est que la consommation, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc ils commencent à réfléchir. Certains commencent à regarder
catholicisme, regardez bouddhisme, islam, etc. Mais certains aussi, de plus en plus de personnes aussi commencent à s'intéresser à Theia, surtout les ingénieurs, parce que le côté scientifique de Theia attire également, attire beaucoup. En fait, ce côté scientifique est plutôt positif pour la pénétration de la pensée théillardienne, alors que quelquefois, ça peut être un frein en France, ce côté trop scientifique par rapport à l'approche plus, on va dire, religieuse, effectivement, de sa pensée. Je ne dirais pas pénétration, je dirais que la Chine a besoin de Theia, a besoin de la pensée de Theia. Parce que sinon, si on est trop impliqué dans la consommation, je pense qu'en consommation, on ne peut pas tenir longtemps. Peut-être au bout de 10 ans, 20 ans, c'est fini. Donc, on se met par terre. Comme en Chine en ce moment, le terme utilisé le plus, c'est tramping, c'est-à-dire se coucher. Donc les jeunes, qu'est-ce que c'est? C'est pas intéressant. Donc on mange bien, on boit bien, on s'amuse bien, et après. On a besoin d'une pensée systématique qui fait du sens pour répondre à ce besoin. Mais y a-t-il pas une difficulté Teilhard de Chardin est connu pour avoir des termes, il a fait pas mal de néologismes, même pour des Français, quelquefois, il est un peu compliqué à comprendre. Alors, la traduction en chinois, est-ce que ça pose pas des problèmes quelquefois un peu compliqués, ne serait-ce que on a évoqué le point oméga, on a évoqué la noosphère, ce sont des concepts compliqués. Et comment, dans votre travail de traduction, justement, est-ce que ça n'a pas été un peu complexe? Et comment vous avez fait? Déjà, en français, Theia n'est pas simple, hein, n'est-ce pas? Bien sûr, donc quand on traduit un penseur, on commence par une traduction directe, même si quelquefois c'est pas joli. C'est pas joli. On commence par quelque chose de direct. Et c'est une sorte d'interprétation. Ça viendra par la suite. Par exemple, nosphère. Nosphère, qu'est-ce que ça veut dire, nosphère? Est-ce que c'est que la intelligence, connaissance, ou y a-t-il autre chose? L'esprit, l'énergie spirituelle et la vertu, etc. Donc on doit décider pour traduire, essayer de traduire un terme qui est clé pour comprendre sa pensée. Au départ, ce n'est pas facile parce que ceux qui n'ont pas connu Theia ont des difficultés à comprendre. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On ne comprend pas. Mais ça va venir tout doucement, je pense. Que la Chine a connu cette époque pour la littérature, par exemple. Littérature, pendant un moment donné, au commencement, la littérature étrangère, on l'a traduit de cette manière, c'est-à-dire direct, comme l'un des auteurs chinois très connus, Lu Xun, il a dit qu'il faut traduire, commencer par la traduction directe, même si c'est rigide. Même si c'est rigide, c'est pas joli. Mais il faut commencer par là. Donc on commence par là. D'accord. À part les conférences, colloques, les groupes de lecture, etc., je remarque aussi trois choses qui se pointent. J'ai entendu dire qu'il y a un thésard a fini sa thèse sur Theia à l'université de Wuhan. Je ne l'ai pas encore, je vais y aller, cette année je vais y aller, je vais la voir. Je vais voir qu'est-ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, et pourquoi l'université lui a donné le feu vert. Est-ce que c'est le commencement de quelque chose? Y aura-t-il d'autres thèses, d'autres thésards pour ce thème-là? Et puis, deuxièmement, donc, je l'ai mentionné tout à l'heure, donc,
côté chercheur scientifique commence à s'intéresser au Theia, notamment concernant l'évolution de l'Internet et l'intelligence tout court. Donc, il s'intéresse beaucoup à la théorie de Omega. Et puis, troisièmement, donc, notamment en partie, c'est moi qui le pratique. Donc, on utilise Theia, la pensée de Theia, pour comprendre ce qui se passe dans le monde actuellement. D'accord. Sur le plan géopolitique. Donc, tout ça pour dire que c'est pas que on ne répète pas les dires de Theia, on commence à réfléchir, même en retard par rapport à la France. Donc, côté Chine, commence à réfléchir, à faire des recherches concernant sa pensée. La jeunesse chinoise aujourd'hui est à la recherche donc de textes, enfin de lecture ou de nourriture intellectuelle plus spirituelle que purement scientifique, par exemple. Parce que bon, il y a eu quand même à un moment donné, effectivement, certainement des interdits sur un certain nombre de. Il y en a toujours. Il y en a toujours. Ouais. Donc, mais vous évoquiez ce besoin de passer les premières étapes, effectivement, de consommation. C'est quoi? Enfin, je veux dire, à quoi tout ça sert? Donc, la jeunesse chinoise elle-même. Pourquoi on est venu? Pourquoi faire? Voilà. Voilà. Finalement, donc, ça arrive à ces questions-là. Et donc la jeunesse chinoise est intéressée Une partie des jeunesses chinoises, parce qu'il y a beaucoup d'offres, comme on dit, il y a beaucoup d'offres. Il y a le bouddhisme, il y a l'islam, etc., etc. Il y en a plein. Theia est quelque chose de spécial parce que c'est un scientifique. Il a vécu, il a contribué au développement de la Chine. Il est scientifique. Donc les ingénieurs et les chercheurs sont très sensibles à ce point-là. D'accord. Et donc, côté publication, il y avait pas mal de publications, de traductions un peu à Taïwan et en Chine continentale, mais les qualités sont inégales. Donc, certaines traductions sont tronquées, donc on enlève une partie, etc., pour probablement contourner quelque chose. Donc, un jour, quand c'est possible, il faut peut-être retraduire certains livres, notamment Phénomène humain. J'aimerais mentionner les deux livres que j'ai là. Donc, il y a le livre La messe sur le monde, donc en chinois et en français et en chinois. Pour le moment, c'est épuisé. Donc, on va essayer de le traduire, publier en France. Et puis, mon livre d'essai sur Teilhard de Chardin, donc sa vie et sa pensée. Et toujours, on peut toujours trouver sur Fnac, Amazon, etc. Voilà, ces deux livres-là. Et puis, on a les équipes de traduction en France. Une équipe en France et une autre équipe en Chine. Voilà. Et les photos souvenirs de ce qu'on a organisé. Donc, en 2014. Ce sont les différents colloques que vous avez organisés. Voilà, en partie. Donc, on ne peut pas mettre tout le monde. Donc, oui. ce qui, voilà. Et voilà. Peut-être une question que l'on peut se poser, c'est, à votre avis, est-ce que... alors, on parle de la pensée de Teilhard vis-à-vis de la Chine, mais est-ce que son séjour très long en Chine
a influencé peut-être aussi sa pensée. Oui, je pense. Les idées principales, enfin, les germes, ils se sont germés pendant la Grande Guerre, notamment dans les tranchées. Mais son expérience, sa vie en Chine, lui a donné la possibilité d'enrichir sa pensée, de voir autre chose de façon beaucoup plus élargie et grande. Mm-hmm. Alors je ne sais pas si il a un peu étudié le bouddhisme, enfin pas tant que ça, mais en fait il y a eu quelques. Non, oui, il a discuté un peu avec Lucille, entre autres. Oui, il a étudié d'autres pensées, d'autres religions, mais pour lui, dans sa tête, c'était très très clair. C'est sa religion à lui, sa pensée à lui, qui est le plus important, qui est dans le vrai. Voilà, ça c'est en 2023, avec notre écrivain, une écrivaine, donc, Mexé Prats, à Shanghai et à Pékin. Et ça c'est avec Marie. Marie Bayon de la Tour, effectivement. Marie Bayon de la Tour, donc, pour parler, c'était l'année dernière, le mois de novembre. C'était pendant la cérémonie de 111 anniversaire. 111e anniversaire. Voilà. Donc, merci. Merci. Donc, voilà. on va laisser effectivement. Alors, peut-être on peut parler aussi votre casquette de géopolitique, et puisque effectivement ce sont des problèmes que vous étudiez. La pensée de Teilhard, on a toujours dit, était assez en avance, et en particulier, il a beaucoup parlé de la globalisation, ce qu'il appelait la socialisation. Planétisation. Planétisation. Oui. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Vous évoquiez effectivement sa vision organique en fait de l'évolution, et y compris de la Terre et de l'univers, avec sa comparaison d'ailleurs de cette évolution par rapport à un organisme, hein, avec le cerveau, avec le corps, etc. Et l'évolution actuelle, alors d'une part avec toutes les technologies digitales qui peuvent peut-être faire penser au cerveau, mais les grands plans actuels comme la nouvelle route de la soie, qui sont donc des plans tout à fait très concrets, mais qui participent de la circulation de l'information, et donc effectivement de cette globalisation d'un côté, donc cette planétisation, mais d'un autre côté d'une montée de conscience, puisque par des échanges riches, etc., forcément ça participe effectivement de la montée de la conscience. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire là-dessus? Tout à fait. Donc, le monde est en train de se transformer. En fait, se transformer parce que le monde est devenu de plus en plus petit. Donc, le monde est devenu un village. Si on regarde que sur le plan physique, donc c'est tellement facile d'aller dans un pays à l'autre, dans un continent à l'autre. Mais il y a plus que ça. Donc, ce qu'on a vu, notamment, on peut citer l'exemple de BRI, donc Belt Road Initiative, donc la nouvelle route de la soie maritime ou terrestre. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Bien sûr, on est en train de construire l'infrastructure. Il y a plus que ça. C'est pas que de l'infrastructure. On est en train de câbler notre système sanguin et notre système neurologique. Voilà. Le monde est en train de naître une seconde fois. Parce que, comme vous l'avez mentionné, on commence à faire circuler pas seulement les personnes, les produits, les matières, les pensées, les idées, etc.,
Donc le monde est en train de, comme utiliser un terme de théâtre, de planétiser. Planétiser. Donc le monde est en train de devenir vivant. Donc c'est une sorte de, on est en train de construire une sorte de cerveau planétaire. D'accord. Et c'est une des étapes qui vers une sorte de noosphère. Noosphère, qu'est-ce que c'est noosphère? C'est que toutes les intelligences, toutes les capacités de réflexion mises ensemble vers quelque chose de beaucoup plus grand. Teilhard de Chardin aussi, alors vous faites partie justement, notre casquette encore, c'est le président d'honneur de l'association écologique franco-chinoise. Et effectivement, sur cet aspect écologie, alors la Chine, il s'est dit beaucoup de choses, mais il y a un plan qui vient de sortir qui s'appelle vers une nouvelle productivité de qualité, où la Chine, semble-t-il, met beaucoup d'emphase sur le développement écologique et sur l'économie circulaire et l'excès. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus sur cet aspect de l'évolution justement de la Chine à l'heure actuelle et ce rapport avec Teilhard et l'écologie? Tout à fait. Donc il faut voir, il y a deux étapes. Hein. Donc première étape, quand j'étais aussi en Chine à l'époque, l'accent a été mis sur le développement de l'industrie. Donc la protection de l'environnement a été un peu négligée. À Pékin, on ne pouvait même pas respirer correctement. On ne voyait pas le soleil. Et à un moment donné, quelques années après, on a pris conscience qu'on ne peut pas développer en même temps, on ne peut pas développer en sacrifiant l'écologie, la terre. Ça ne peut pas être soutenable, ça ne peut pas être durable. C'est pour ça que la Chine commence à investir massivement dans l'énergie renouvelable et puis aussi mettre en place les véhicules électriques et puis aussi développer les équipements de stockage d'énergie verte. D'accord. Et vous pensez donc effectivement de ce côté-là, la Chine pourrait avoir un rôle à jouer Il est déjà en train de jouer. Parce que quand il décide de faire quelque chose, il le fait. C'est pas le blabla, on dit qu'on va faire ça. Et après, quelques mois après, on l'a oublié. Donc il essaie de faire, premièrement, c'est investir réellement là-dessus. Et deuxièmement, faire ce qui est tout à fait possible de faire. Donc on a mentionné le véhicule électrique, on a mentionné les équipements de stockage, etc. Et puis aussi, il y a beaucoup de replantage des herbes dans le désert, aussi enfin, pour reverdir comment dire? La revalorisation de l'économie circulaire, vous voulez parler? Voilà. Donc, dans tous les domaines, sous tous les angles possibles, la Chine est en train de faire des choses. C'est pas quelque chose de c'est pas que le propagande. Bien sûr, il y a beaucoup de choses encore à faire, notamment, par exemple, l'électricité, dans l'utilisation de charbon dans la production d'électricité, ça représente encore un pourcentage important. Il faut qu'il fait beaucoup plus d'efforts pour atteindre l'objectif de 2030 pour atteindre le top de consommation de CO2 et puis 60 pour atteindre la neutralité de CO2. Donc ce n'est pas encore complètement fait. Il fait des choses, il a un plan,
mettre beaucoup de moyens, beaucoup d'investissements. En même temps, ce n'est pas encore tout fait. Bien sûr. Alors peut-être pour en revenir, avant de passer aux questions, qu'est-ce que le message, alors vous en avez parlé plusieurs fois par rapport aux jeunes générations, mais le message principal que vous souhaiteriez en tant que théardien passer aux jeunes, qu'ils soient chinois ou qu'ils soient français d'ailleurs, à la jeunesse par rapport à cette pensée théardienne que vous avez, dans laquelle vous êtes beaucoup investi et qui vous motive, quel message en fait vous passeriez? Ce que je peux dire, le point le plus important, c'est notre vie a un sens, puisque nous sommes co-responsables de l'évolution de la vie sur Terre et de l'avenir de l'humanité en tant qu'une seule entité biologique et sociale. Premièrement. Deuxièmement, de façon secondaire, c'est qu'il ne faut pas que penser à la consommation. Il y a des produits, il y a des conforts. En même temps, de façon plus importante, c'est la pensée, donc esprit. D'accord, merci beaucoup. On peut peut-être passer maintenant aux questions, il est 20h. Donc en fait, alors il y a pas mal de questions sur le net, mais dans la salle, y a-t-il des questions? Oui. Tiens, Merci. Merci pour votre tout ce que vous avez partagé. J'ai une question concernant l'association théâtre de Chardin en Chine. Il y a combien de membres? Ça, c'est la première question. La deuxième, ça lié aussi. Dans cette association, il y a combien de personnes qui s'intéressent la première théâtre et combien de personnes, quel pourcentage qui s'intéressent le deuxième théâtre ou les deux théâtres en même temps? Premièrement, il n'y a pas d'association de théâtre, d'amis de théâtre en Chine. C'est très, 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 très compliqué d'établir une association pour obtenir un feu vert. Donc, on organise des activités, des événements, les gens viennent. Les gens viennent, quelquefois une vingtaine, une trentaine, quelquefois centaines, 200, selon les sujets, selon les moments. Donc, ce n'est pas quelque chose de très simple, très simple. C'est pas comme en France, n'est-ce pas? C'est pas comme en France. Deuxièmement, donc les deuxièmes TA, ceux qui viennent, c'est surtout les deuxièmes TA. Donc, je ne peux pas répondre à la question de combien de membres pour l'association. Il y en a certains. En fonction des activités, en fonction des endroits, en fonction des moments. Donc, il y a des nombres varient. Oui, bien sûr. Oui, mais je vais être très vite. Pourquoi j'ai posé cette question-là? Parce que j'ai entendu de nombreuses fois qu'il y a une association théâtre de Chardin en Chine, c'est un annexe en Chine de celui de théâtre association de France, bien sûr. Et puis, c'est très nombreux d'adhérents. C'est pour ça, j'ai entendu des gens, bien sûr, de l'association de théâtre de Chardin en France. J'ai entendu ces informations, c'est pour ça j'étais très contente d'entendre ça. Mais là, votre réponse, ça m'a donné une petite touche froide. Mais ce n'est pas une touche froide. C'est le réalisme en ce qui concerne notre projet. On a voulu créer une association, mais c'est impossible actuellement. Donc, on continue à organiser des choses,
des discussions, etc., conférences, lectures. Et il y a, comme j'ai déjà dit, en fonction des moments, des sujets, on a plus de monde. Certaines fois, il y en a moins de monde. Mais on va continuer. Donc notre projet 1% continue. Merci pour votre intervention. Comme jésuite, j'avais une question sur est-ce que le lien est fait en Chine entre Teilhard de Chardin et les contacts précédents qu'il y a eu entre l'Occident et la Chine à travers la compagnie. Je pense par exemple à Matteo Ricci. On en parle beaucoup, mais on en parle beaucoup. On sait que les jésuites ont beaucoup contribué pour la relation entre la Chine et l'Europe. Donc on parle beaucoup de Matteo Ricci et les autres. Je vais prendre des questions. Alors, on va commencer par des questions simples. Est-ce que Teilhard est connu pour sa participation à la Croisière jaune? Oui, très connu, très connu. D'accord. Pour effectivement, donc les gens savent qu'il faisait partie. Et cette Croisière jaune, en règle générale, les croisières Citroën, elle a laissé elle est dans les mémoires en fait. Oui, on en parle. Oui, les Théardiens connaissent bien cette période et cet événement. D'accord. Alors, il y a des questions qui sont plus relatives. Donc, au départ, vous avez évoqué cette notion théillardienne de l'évolution de l'homme, et l'évolution ne s'arrête pas, je dirais, où on la connaît, elle continue. Alors forcément, ça amène tout de suite à la question qui est, alors, qu'en est-il par rapport au transhumanisme? Donc, j'ai une question là de Patrice qui nous dit: le transhumanisme fait-il partie de cette complexité, de cette évolution, d'après vous? D'après moi, je pense que c'est pas tellement la direction dans laquelle Teilhard aurait pu y aller, parce que quand on regarde le transhumanisme, c'est plutôt de l'angle individuel. C'est pas l'humanité en tant que telle, dans son ensemble, pour aller quelque part, une évolution globale. Hein. Si c'est quelques personnes qui est devenue immortelle, ça n'a pas de sens. D'accord. J'ai une autre question de Monsieur Amalian. Les progrès fabuleux chinois dans tous les domaines, dont le scientifique, ne l'amènent-elles pas à reconnaître, admettre un principe créateur? Créateur quoi? Un Dieu, c'est ça? Oui, je pense. Peut-être. Je ne suis pas un croyant, je ne suis pas athée, je suis, comme disait un chercheur. Peut-être. On cherchera, on trouvera. D'accord, merci. Effectivement, une question qui revient plusieurs fois, c'est la culture théillardienne et la culture chinoise traditionnelle, en fait. Est-ce qu'elle n'est pas très orthogonale, est-ce qu'il y a des points on va dire, des points de convergence, ou est-ce que ce sont deux cultures quand même très différentes? Ouais, ils sont très différentes et il y a des points de convergence. Les deux. Parce que la Chine, la civilisation chinoise, si on prend l'exemple de Confucianisme, c'est une pensée autre, c'est une pensée plutôt sociale, politique que philosophique. Oui. Voilà. Et que les Chinois met beaucoup plus d'accent sur le collectif et le pays, un collectif. Par exemple, quand on écrit un nom en chinois, c'est le nom de la famille d'abord et le prénom après.
Mais c'est un petit détail, mais on voit bien que ce n'est pas la même chose. Et puis, convergence, c'est sûr. Donc, en Chine, on parle beaucoup de Tianxia, donc ce monde, donc le monde, hein, le monde. Et puis aussi, là, récemment, donc, on parle beaucoup de destin partagé de l'humanité. Je pense que c'est aussi dans la tendance théadienne. D'accord. Bien, écoutez, je pense que on a fait à peu près... Enfin, c'était des... Je vérifie, où est transhumanisme, survie entre... Effectivement. Excusez-moi, Non, effectivement, après, c'est une question interrogée. Il y a Gemini, donc non, je ne fais pas... Ben, écoute, vous voulez ajouter quelque chose, Alex, pour conclure? Deux choses. Peut-être que je reviendrai pour parler de mon prochain livre qui va sortir. Oui, tout à fait. Et la conclusion de le prochain livre, c'est que j'ai intitulé Theia et la géopolitique. Donc on va voir, je vais expliquer ce que je pense. Ouais. Alors, donc on ne va pas ouvrir le chapitre, on va attendre que le livre sorte. Et deuxièmement, que le projet 1% continue. Voilà, 1%, projet 1%, c'est retenu, donc effectivement, et donc Theia géopolitique, bien, on se donne rendez-vous pour dans un an. Qu'on a l'association officielle, formelle ou pas, on continue. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui nous ont suivis en visioconférence. Merci à toutes les personnes qui sont là. Nous sommes dans les temps. Je vous souhaite une bonne soirée. La prochaine manifestation aura lieu dans une semaine. Comment ? Le 16. Voilà. Donc, rendez-vous donc le 16 janvier pour une nouvelle conférence sur l'IA cette fois-ci. Voilà. Merci beaucoup et bonsoir. Bonsoir. Merci.